Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Vincent Le Guilvou, directeur technique d'Eneor, société d'ingénierie spécialisée dans la performance énergétique. Il vient notamment nous parler du night tracking qui permet d'économiser jusqu'à 80 000 € par site et par an. Dans notre débat, on dévoilera les résultats d'une enquête sur le niveau de maturité des entreprises internationales sur la stratégie RSE. Seuls 36% des structures interrogées ont pleinement intégré la durabilité. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Topinamour et ses produits à base de fruits et légumes moches en vente directe des producteurs. 3 thèmes, 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Vincent Le Guilvou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directeur technique d'Eneor, entreprise créée il y a bientôt 15 ans, 2011. Avec quelle ambition? C'est quoi l'idée de départ et puis les missions d'Eneor? Alors, la création d'Eneor il y a 15 ans, c'était l'objectif de faire de la performance énergétique réelle dans le monde du bâtiment et de l'industrie, en s'engageant enfin sur les résultats dans un monde finalement où à l'époque l'énergie commençait à être un enjeu, mais n'était pas encore forcément bien cerné. Oui, effectivement, c'était beaucoup moins central et stratégique qu'aujourd'hui. Vous en êtes tout de votre développement 15 ans plus tard? Alors, on a eu la chance de pouvoir commencer à travailler très vite sur des très grosses opérations tertiaires, notamment en Ile-de-France, puis ensuite en France. Aujourd'hui, on est une trentaine de collaborateurs un peu partout en France, c'est-à-dire à Rouen, à Paris, à Nantes, à Lyon, à La Réunion même. Et on a rejoint le groupe Acorus il y a maintenant 1 an, groupe spécialiste de l'éco-rénovation en France. Ouais. La performance énergétique d'un bâtiment, ça repose sur quoi? Parce que c'est peut-être beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. C'est une question assez large. Déjà, il faut savoir que le bâtiment, c'est 30 à 40% des consommations énergétiques du pays. Donc, on est vraiment dans le front, on va dire, de la performance et surtout des enjeux climatiques. Aujourd'hui, la consommation des bâtiments, c'est évidemment maintenir les gens au chaud, assurer la climatisation, l'éclairage, mais c'est surtout accueillir toute l'activité économique non industrielle du pays. Donc on représente un énorme impact énergétique et environnemental. Et aujourd'hui, avec la volonté de limiter le réchauffement climatique, on est vraiment à l'innovation et toujours à chercher les dernières économies. Et alors justement, à quel point les objets connectés, l'intelligence artificielle, ça permet de faire encore des progrès supplémentaires? Qui dit performance dit système complexe, système difficile parfois à piloter, à maîtriser. Et donc c'est là où l'informatique, initialement, puis maintenant l'IA, va nous permettre de piloter intelligemment tous ces usages et de justement ajuster au mieux la consommation aux besoins effectifs des gens. Oui, alors il y a plein de sigles, d'acronymes. Moi j'en ai retenu un, c'est GTB, Gestion Technique du Bâtiment, avec le fait que on en parlait avec le DG de SPI Facilities il y a quelques semaines, le fait qu'il y a souvent des systèmes qui sont mis en place, mais pas forcément hyper efficaces ensuite. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de suivi, de formation, Alors, c'est toujours pareil, j'aime bien dire que la GTB, c'est le mariage de l'informatique et du bâtiment, donc deux milieux qui sont déjà très complexes et où il peut se passer pas mal de choses, on va dire, en termes de qualité. Et donc, on est sur des systèmes complexes, des prototypes finalement à chaque fois sur un bâtiment qui sont faits et assemblés par des gens qui parfois n'ont jamais travaillé ensemble. Donc, c'est des systèmes complexes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme développement de cette activité pour piloter les bâtiments, mais aussi pour améliorer les pilotages des bâtiments existants, parce que finalement, l'enjeu, c'est le patrimoine existant. Bien plus que les bâtiments neufs. Oui, effectivement, c'est là-dessus qu'il y a beaucoup de travail à faire. Alors, on va parler de ce night tracking. Ça consiste en quoi? Ce sont des missions de nuit, en fait? Alors oui, c'est une petite mission de conseil en fait, qu'on a commencé à proposer à nos clients il y a quelques années, tout simplement parce qu'on a constaté quelque chose à force d'analyser, de suivre, de concevoir des bâtiments, c'est que finalement, 30 à 40% des consommations a lieu quand le bâtiment est vide, tout simplement. Et donc, c'est quelque chose qui nous agaçait un petit peu. On l'a tous vécu quand on se balade dans une ville. Alors, on connaît le sujet de l'éclairage allumé toute la nuit quand on se balade à la Défense. Très clairement, vous n'avez pas besoin d'ingénieur pour savoir que la lumière est allumée ou éteinte. Par contre, dans un bâtiment, il y a énormément d'usages invisibles. La ventilation est invisible, même le chauffage parfois est complexe et n'est pas bien vu. Les pompes tournent souvent en permanence. Et en fait, l'idée du night tracking, c'est d'intervenir là où personne n'est là, tout simplement, pour identifier, cartographier, mesurer les usages invisibles, les réduire
Et également se rendre compte aussi que les systèmes d'automatisme dont on parlait, les GTB, elles ont beau dire qu'elles font des choses, parfois sur le terrain, dans la vraie vie, c'est pas le cas. Et donc c'est comme ça qu'on trouve déjà des économies d'énergie qui sont pérennes et qui sont instantanées en fait. Donc c'est une mission assez facile, mais avec beaucoup de valeur ajoutée, une rentabilité quasiment instantanée. Mais alors moi je suis très curieux de savoir comment ça se passe. On rentre dans un bâtiment, les yeux et les oreilles ouverts au maximum, ou alors c'est aussi de la data, c'est quoi? Alors, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est la data. On a la chance maintenant, à notre époque, de pouvoir récupérer des infos très fines sur le comportement d'un bâtiment et on est capable d'identifier ce qu'on appelle le talon de consommation, c'est-à-dire de regarder combien un bâtiment consomme la nuit et le week-end. Avec l'expérience qu'on a selon les types de bâtiments, on est capable de dire tiens, ce bâtiment-là, il y a un potentiel ou pas. On n'y va pas pour rien. Déjà, on a préparé le terrain, on a analysé la situation. Et ensuite, c'est l'expertise de comprendre et de connaître tous les types de systèmes techniques qu'on peut trouver dans un bâtiment pour savoir comment les optimiser. Et de la mesure, parce qu'encore une fois, parfois, il faut mesurer les consommations énergétiques de certains systèmes pour se rendre compte si oui ou non, ils ont un impact important. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut quand même se déplacer sur place la nuit pour se rendre compte de la clé, c'est le terrain. La clé, c'est le terrain, parce que justement, le problème principal, c'est qu'il n'y a personne dans ces bâtiments-là durant ces moments clés. Et le simple fait d'être là, de mesurer, d'observer et surtout d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe, c'est la clé. Voilà. Donc, et alors, avec quel résultat? Alors, c'est assez simple. On considère généralement qu'on est capable de réduire 20 à 30% de la consommation passive de la nuit et du week-end, et ça peut représenter jusqu'à 10% des consommations d'un bâtiment de bureau, par exemple. Pour donner une idée, ça fait jusqu'à 2 euros du mètre carré. Donc c'est clairement. Je disais en préparant l'émission, ça peut aller jusqu'à 80 000 euros par an et par site. Ça dépend de la taille du site, j'imagine. On a la chance de travailler sur des très beaux bâtiments à la Défense, des tours, des centres commerciaux assez gigantesques. Donc forcément, ça va très très vite. Et il n'y a pas de travaux à faire. Quasiment pas. Parfois, on répare un petit peu la GTB, la régulation, mais il n'y a quasiment pas de travaux. Donc en fait, parfois, les économies, on les a fait en sortant du bâtiment durant la nuit. Et donc, contrairement à certaines études d'ingénierie qui sont un peu complexes, qui nous demandent du temps et qui, après, déclenchent des travaux, là, par rapport aux objectifs de réduire les consommations des bâtiments de 40% d'ici 2030, on a déjà fait un quart du chemin, sans travaux, sans surcoût et de manière instantanée. Oui, alors ça, c'est une dimension qui est importante. C'est aussi le respect des réglementations, l'amélioration de son bilan carbone, de son bilan extra-financier. Ça fait partie des arguments que vous portez quand vous venez parler de night tracking? Il faut être honnête, l'importance de la réglementation en France fait que tous ces objectifs de limitation de gaz à effet de serre ont été transposés en France par des lois très ambitieuses. On doit réduire sur facture les consommations des bâtiments de 40% d'ici 2030. Pour des gens qui travaillent dans la performance énergétique réelle, pour nous, on est évidemment ravis. Également, on va devoir installer des systèmes de gestion technique de bâtiments sur quasiment tous les bâtiments d'une certaine taille, d'une certaine puissance. Donc très clairement, on est en ligne. Vous avez 40% d'économies à faire très vite. Avant de vous lancer dans des travaux qui coûtent des centaines de milliers d'euros, déjà, on peut faire, nous on est confiants sur le fait qu'on peut faire 20 voire 30% d'économies avec un peu d'huile de coude et un peu de réflexion. Ça veut dire que le mouvement qui était sans doute très fort quand on a eu la période 2022 où la France, les centrales nucléaires marchaient moins bien, étaient en réparation. Aujourd'hui, c'est plus le cas, on produit plus d'électricité qu'on en consomme. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu moins de prospects ou de clients qui viennent vers vous, ou est-ce que le mouvement, il est là? Le mouvement est là pour plusieurs raisons. Déjà, le prix de l'électricité va continuer à augmenter. C'est le sens de l'histoire. C'est un peu compliqué, donc je ne vais pas me lancer dans le détail, mais ça va continuer à augmenter. La géopolitique, j'en parle même pas. Et tout simplement, ce qui a été constaté l'hiver dernier, c'est que parfois le réseau électrique était fragile et que consommer, c'est pas qu'une question de combien on consomme, mais comment on consomme. Et donc, l'idée de réduire ces appels de puissance le matin, le soir, la nuit, c'est bon pour le réseau électrique et donc c'est bon pour finalement toute l'économie du pays, plutôt que de brûler du gaz, du pétrole au mauvais moment. Donc vous pensez que ça a été un changement d'état d'esprit qui est durable, quoi? On le constate depuis 15 ans, ça a été intégré dans la profession et pour nous qui travaillons principalement dans l'immobilier tertiaire, on sait aussi que les clients, les promoteurs maintenant savent que si leurs bâtiments ne sont pas performants, ne sont pas faciles à piloter, ils vont perdre en valeur. Cette
cette fameuse valeur verte dont on parle depuis plus d'une dizaine d'années, maintenant, nous, on la sent concrètement dans la réaction des promoteurs, des foncières qui gèrent finalement leurs actifs. Et ça, c'est quelque chose que même si la réglementation disparaissait, entre guillemets, ça ne disparaîtra pas. C'est les effets du marché. Ouais. Et alors, je reviens sur les consommations de nuit ou de week-end, parce qu'en vous écoutant, je me dis, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Alors, c'est simple, mais c'est peut-être aussi révélateur de cette période où on avait l'impression que l'énergie, elle était tout le temps là, disponible, pas si chère que ça, etc. etc. C'est clair que les bâtiments sur lesquels on intervient ont été construits à une autre époque. Quand vous voyez des tours entièrement vitrées plein sud, encore aujourd'hui, on se dit, tiens, il y a quelque chose où l'homme a pensé que la technologie pouvait vaincre la nature à n'importe quel prix, et c'était facile. Et d'ailleurs, ça l'était avec les énergies fossiles. Aujourd'hui, il faut juste injecter de l'intelligence dans tout ce qu'on fait, et la logique d'adapter toujours finalement nos usages à nos besoins, c'est un principe que tout le monde applique, que ma grand-mère appliquait. Et finalement, cette mission-là, c'est juste du bon sens. En effet, c'est pas du tout notre mission d'ingénierie la plus impressionnante. Par contre, elle est rapide, elle est facile à comprendre et à mettre en place. Et c'est vrai que c'est un bon premier pas pour nos clients, pour faire de la performance énergétique. Une fois qu'on a mis les pieds dans le bâtiment, on va trouver d'autres choses à faire de toute façon. Ouais, merci beaucoup Vincent Le Guilhou. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la maturité des entreprises internationales en matière de RSE. Le débat de ce Smart Impact, on parle de la maturité des entreprises internationales en matière de RSE avec Stéphanie Nadjarian. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associée principale chez Kea et présidente de TTA Institute. Et Franck Amalric, bonjour. Bonjour. Sponsor domaine d'excellence chez Square Management. Pourquoi cette étude sur la maturité des entreprises internationales en matière de RSE? C'est quoi votre démarche en fait? Alors, Kea, on est un cabinet de stratégie entreprise à mission, donc déjà le sujet nous intéresse et je pense qu'on partage avec nos bureaux européens l'idée qu'on peut être optimiste par rapport à cette transformation qui est en cours, mais qu'il faut trouver les bons leviers. Donc on a fait cette étude pour interroger les entreprises sur à la fois l'ambition qu'elles mettaient et comment elles arrivaient ou pas à faire aboutir leur transformation. Ouais, à l'intégrer à leur stratégie. C'est quoi la méthodologie? Vous avez interrogé un certain nombre de chefs d'entreprise, de cadres On a fait d'abord une partie quanti, donc un questionnaire envoyé à différentes entreprises. Et ensuite, on a pris le temps de faire 50 interviews de dirigeants. Pour creuser en profondeur et les faire réagir par rapport aux résultats de l'étude. Franck Amalric, une étude comme celle-là, pourquoi elle peut vous intéresser? En quoi elle peut être éclairante? Je pense qu'il y a eu toute une période où la RSE, c'était quelque chose qu'on mettait à côté du modèle d'affaires pour essayer d'améliorer un peu à la marge. Et le défi depuis maintenant quelques années, c'est en effet d'intégrer ça dans le modèle d'affaires de l'entreprise et dans sa stratégie. C'est aussi l'ambition de la CSRD, la réglementation européenne, qui était de dire est-ce que votre stratégie, est-ce que votre modèle d'affaires est aligné avec les enjeux qui sont les nôtres, que ce soit sur le climat, biodiversité, etc. Et une étude comme ça vient renseigner ce qui peut être fait pour arriver à ce Graal, qui est véritablement d'intégrer la stratégie de l'entreprise avec ses enjeux environnementaux. Vous, chez Square Management, vous l'avez senti quand même l'évolution. C'est vrai que ça a été souvent des directeurs ou directrices de la communication et de la RSE. Maintenant, j'en reçois beaucoup moins. Et c'est souvent intégré à la stratégie. Vous le ressentez aussi ? Alors, on ressent beaucoup la volonté d'essayer d'y arriver. Est-ce qu'on y est toujours? C'est pas toujours la même chose, mais si vous voyez l'évolution dans les entreprises, il y a un indicateur qui est très marquant, c'est les personnes qui sont responsables de la durabilité. Pendant longtemps, c'était des gens qui avaient fait de la durabilité toute leur vie et qui étaient très motivés par ça. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de directeurs ou de directrices de la RSE ou de la durabilité qui viennent en fait de la partie business, avec cette idée justement qu'ils apportent une compréhension, disons, plus fine et une perspective plus importante sur la manière d'intégrer justement la durabilité et le business. Donc il y a cette ambition-là. Il y a quand même beaucoup d'entreprises qui cherchent encore leur voie, et donc une étude comme ça va être très intéressante pour dire justement quels sont les leviers, comment est-ce qu'on y arrive ou non. Stéphanie. On a regardé d'ailleurs
où est-ce qu'était positionnée la fonction RSE dans les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à 60%, c'est un N-1 du DG ou un N-2. Par contre, est-ce qu'en termes de localisation, est-ce qu'il y a des schémas qui commencent à émerger ? Honnêtement, non. En fait, on voit une fonction RSE qui peut être donc soit stand-alone, soit intégrée à une fonction innovation, une fonction RH, une fonction financière. Il y a un peu tous les cas de figure encore. Il y a un peu tous les cas de figure. Ouais. On ne voit pas encore, même quand on essaye de croiser avec des secteurs, on ne voit pas encore de schéma vraiment se dessiner. En tout cas, de tendance se dessiner. Ouais. Alors, avec on va donner pas mal de chiffres, de résultats de l'étude. Vous et moi, on va essayer de s'y coller à deux. Par exemple, j'ai trouvé ça, 24% seulement des entreprises intègrent des objectifs RSE dans les primes des dirigeants. Alors, voilà, on parle d'argent tout de suite, mais est-ce que c'est un levier de modification et puis d'intégration de la durabilité à la stratégie ? Moi, je crois, et je le vis avec nos clients, c'est certainement un des leviers les plus forts et les plus puissants. Ouais. Donc ce chiffre, il y a deux manières de le voir. On peut un peu quelque part se lamenter de ce mouvement. Au contraire, pour moi, alors chez Kea, vous le savez, on est très optimiste, on est des optimismes de combat. Pour moi, c'est plutôt une raison d'espérer, en fait. Parce qu'il y a de la marge. Parce qu'il y a de la marge, exactement. Ouais. C'est certainement, on le sait, un des leviers les plus puissants. Donc 24%, ça nous montre qu'il y a encore 75% des entreprises sur lesquelles on peut progresser. Ouais. Est-ce que déjà, on aurait pu commencer par là, Franck Amalric, est-ce qu'on peut définir la RSE ? Est-ce que tout le monde la définit de la même façon ? Si vous voulez, il y a la RSE. Parce que je vais dire responsabilité sociale, sociétale. Oui, non, il y a eu beaucoup de définitions différentes. Et puis il y a eu un moment au début des années 90, c'est le début de la mondialisation économique, les chaînes de valeur s'allongent d'approvisionnement. Il y a le déplacement, tout le processus d'installation, d'usines dans les pays. Et donc à ce moment-là, la grande question qui se pose, c'est de savoir est-ce que je peux m'assurer que la manière dont les produits sont produits dans un pays lointain. Je maîtrise ma chaîne de valeur. Voilà. Est-ce que ça va respecter un certain nombre de minimums de critères dans le droit du travail, dans l'environnement, etc. Et donc il y a une sorte de volonté dans ces années-là de mondialisation économique de civiliser, si je puis dire, le capitalisme et de s'assurer qu'il y a un minimum de respect des parties prenantes. On parle beaucoup de parties prenantes toujours. Et puis il y a un autre processus, qui est ce processus de la durabilité et de ces enjeux de transformation de nos économies pour les rendre plus durables. Là, on parle plus d'impact positif. Et là, on parle plus d'impact positif, avec un plus à côté. Et de contribution à la transition. Et alors, quelquefois, on dit, si on respecte les parties prenantes, on va aussi contribuer à la transition. C'est quand même deux sujets assez distincts qu'il faut traiter de manière distincte et qui, aujourd'hui, c'est encore un peu tout ça, un peu mélangé. Disons-le. Sur la réglementation, Stéphanie Nadjarian, quel rôle elle joue et est-ce que les entreprises finalement font de la RSE parce que la réglementation les y oblige ou est-ce que ça va plus loin ? Deux manières de répondre à votre question. La première, quand on demande aux entreprises pourquoi elles se mettent en mouvement, dans les facteurs exogènes, le premier point qui ressort à date, c'est la réputation. Et pas la réglementation. Donc, je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, on le voit dans l'étude, les secteurs qui semblent, en tout cas qui déclarent se mettre le plus en mouvement, c'est plutôt les secteurs qui sont directement face aux clients. Donc la réputation, c'est le premier moteur. Le deuxième, c'est la partie réglementation. Après, deuxième manière de répondre à votre question, c'est finalement, au travers de l'étude, on arrive à caractériser trois archétypes d'entreprises, avec trois niveaux d'ambition. Les premières, c'est celles qui sont purpose-driven. Les secondes, celles qui le font en se disant je vais en faire un atout compétitif, et puis les troisièmes, c'est celles qui le font pour les raisons de compliance, et ça reste quand même la majorité des entreprises qui le font pour la partie compliance. Avec quand même, puisqu'on parle de réglementation, vous évoquiez la directive CSRD, le bilan extra-financier, on est plutôt dans un moment de frein ou de recul d'ambition. Il y a la réglementation omnibus qu'on attend, on va voir à quel niveau de recul d'ambition on sera. Mais est-ce que ça veut dire que le mouvement, parce qu'une entreprise, en général, quand elle prend un virage stratégique, elle ne le prend pas pour 6 mois. Donc est-ce que vous craignez qu'il y ait moins d'entreprises qui s'y mettent, puisqu'il y a un climat général, on va dire, de vent contraire ?
Je ne pense pas que la CSRD en tant que telle soit la chose la plus importante. La CSRD, c'est pas une, en fait, c'est une obligation de reporting, c'est pas une obligation de faire. Les entreprises disent bon, voilà. Je pense que là où ça va se jouer, c'est autour du Green Deal. Enfin, si on parle de l'Europe. Et en fait, est-ce que la volonté européenne de transformer nos économies pour les rendre durables et qui supposait des transformations colossales. Colossales, c'est le mot de la Commission européenne quand elle présente le Pacte vert. Elle dit ça va. Voilà. Et ça, si cette volonté de transformer les économies reste là, avec le fléchage de l'argent, avec le fléchage de l'argent, avec des réglementations secteur par secteur, sur les transports, etc. Si ça reste là, et ben pour des raisons d'adaptation et de compétitivité, les entreprises vont être obligées de se positionner par rapport à ça. Et donc c'est en fait la question clé, c'est le projet politique d'ensemble. Est-ce que l'Europe maintient son projet politique de se décarboner, de découpler son activité économique de l'utilisation des ressources, de s'assurer que tout le monde va rester inclus dans le processus. Si ça maintient les entreprises, je pense que ça c'est plus important que la CSRD en tant que telle. Et oui, allez-y. Hier est sortie une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que en fait les Français à l'heure actuelle considèrent l'entreprise comme un des remparts par rapport à toute l'adversité qui est en train de se jouer. On a eu le Covid, la guerre de l'Ukraine, maintenant les contextes géopolitiques. Donc je trouve que cette question, à nouveau, on sait très bien qu'en France, on a la chance d'avoir la loi Pacte qui pose le statut de l'entreprise à mission. Mais je pense qu'en ce moment, l'entreprise n'a jamais été aussi politique et que c'est une attente en fait des Français. Je suis d'accord avec vous, mais votre étude, elle parle de la maturité des entreprises internationales, donc qui font du business aux États-Unis, avec ça durera peut-être que 4 ans, peut-être même que 2 ans, on verra ce que donnent les élections de mi-mandat, mais j'imagine que quand on fait beaucoup de business aux États-Unis, peut-être que les enjeux RSE passent un peu à la trappe, voire il faut respecter les injonctions d'un président qui dit moins de diversité dans votre entreprise. Ah mais c'est le moment où il ne faut pas lâcher. On le sait très bien. L'étude, on l'a faite avant. Donc je n'ai pas de capacité à vous donner des chiffres qui illustrent ça. Après, je pense que ce qui se joue en ce moment, c'est notre capacité, nous, patrons d'entreprise, à défendre un modèle économique et un modèle de capitalisme européen. Donc oui, la dimension politique, elle est omniprésente. Ce qui est intéressant à nouveau, c'est que au travers de l'étude, mine de rien, ceux qui déclarent se mettre le plus en mouvement, c'est bien ceux qui ont affiché l'ambition la plus forte. Alors, ça semble logique, facile à dire, mais c'est quand même rassurant de montrer qu'il y a corrélation. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Start-up. Smart Ideas, notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables avec Mathilde Castagny. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Topinamour, créée en 2022 avec quelle idée? Racontez-moi. Alors moi, c'est parti du point que moi, j'étais passionnée de marketing, d'expérience client. Et du coup, donc, je travaillais là-dedans. Et en fait, un jour, je regardais un reportage sur le gaspillage alimentaire. Donc ça, c'était il y a quelques années maintenant. Et du coup, j'y croyais pas. Je ne croyais pas à ce reportage. En fait, on nous disait qu'il y avait des tonnes de fruits et légumes que les agriculteurs... 3 millions de tonnes de fruits et légumes jetés chaque année en France. Ce chiffre est dingue. C'est énorme. Et moi, j'y croyais pas. Du coup, je m'étais dit que j'allais regarder ce qui se passait. Donc, en fait, j'ai fait 2 mois de tour de France où j'ai été rencontrer les agriculteurs, j'ai découvert leur métier, j'ai travaillé avec eux. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie problématique. Et alors, pourquoi ils sont jetés, ces fruits et légumes? À cause de nous, consommateurs. Ils sont, je mets plein de guillemets, moches. Ou alors, ils ne sont pas assez grands, il y a un petit problème de calibrage, etc. c'est ça? Ouais, en fait, ça va être plein de raisons. Ça va être, oui, ils vont être trop gros, ou ils vont être trop petits, ou ils vont avoir des formes un peu trop rigolotes, pas normales, ou même juste le surplus. Donc, c'est des raisons qui sont absurdes et qui, au final, forcent les agriculteurs à les jeter parce qu'ils n'ont pas d'autres sources pour les vendre, quoi. Et donc, vous vous dites, OK, je vais créer une marque pour
récupérer ces fruits et légumes, c'est ça? Et alors, vous en faites quoi? Ouais, en fait, c'est parti de ça. En fait, j'avais plein d'agriculteurs qui ne savaient pas quoi en faire, qui étaient dans des situations compliquées. Et en fait, je me suis dit, go les aider, en fait. Go les aider parce que moi, je suis forte en marketing. Et ça, au final, c'est qu'une pomme qui est trop petite. Enfin, c'est que des problèmes de points. Donc maintenant, on les rachète pour les accompagner, nos agriculteurs. Et on en fait des produits transformés. Donc là, on a 15 produits alimentaires qu'on commercialise. Alors, des jus de fruits, des compotes Ouais, on a vraiment une grosse gamme. On va avoir du coup des jus de pommes, on a des petites tartinades pour l'apéro. Et on va même jusqu'au ketchup, par exemple des ketchup de tomates vertes. Hyper original. Qu'est-ce que ça change pour ces agriculteurs, ces producteurs qui deviennent vos partenaires? Ce que ça change, déjà, c'est une valorisation de leur travail. C'est quand même agréable de savoir qu'on travaille pour quelque chose. Et donc, il y a cette partie, mais il y a aussi la partie financière, parce que quand même, on les rémunère à la juste valeur des produits. Ouais. Est-ce que ces produits-là sont quand même payés un peu moins cher que ceux qui partent dans le circuit, on va dire, classique de la grande distribution et de la consommation? Alors, ça, c'est une bonne question. L'idée, c'est que c'est des produits qui ont une valeur. Donc, on les rachète. Ils vont être moins chers, mais clairement, ils ont une valeur. On les rachète vraiment à la juste valeur. Donc, ils ne sont pas dévalorisés, clairement. Ils ne sont pas dévalorisés. Et donc, c'est un complément de revenus pour ces agriculteurs qui, jusqu'à présent, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils devenaient? Ils étaient détruits? Alors, ou ils étaient abandonnés directement sur les exploitations. D'accord. Ou ils étaient broyés. Ou ils allaient en faire des tas pour les animaux ou autres. Ouais, ok. Alors, comment ça marche? Ça fait quoi, 2 ans, bientôt 3 ans que vous avez créé Topinamour. Vous en êtes tout de son développement? Là, on s'est bien développé. Donc, on a la grosse gamme de produits. Maintenant, on est revendu dans des distributeurs. On a les hôtels, on a les traiteurs, on a des boulangers, on a des épiceries. Enfin, on a pas mal de personnes qui vont revendre nos produits. Est-ce que quand j'achète un produit Topinamour, je sais qu'il y a cette démarche associée? Ouais, carrément. Ça, c'est hyper important pour nous. En fait, derrière tous nos produits, on va raconter l'histoire. Tous les produits sont uniques parce qu'on accompagne un agriculteur. Et du coup, on va raconter pourquoi vous avez acheté une tartinade, pourquoi le jus de pomme, c'est quoi sa petite histoire derrière. Vous aviez participé, je crois, à l'émission d'M6 Qui veut être mon associé. C'était il y a combien de temps et qu'est-ce que ça a changé? C'était il y a maintenant 2 ans. Et, donc peu de temps après la création de Topinamour. C'est ça, donc on était vraiment au début. Donc on avait, je crois, 2 produits, quelque chose comme ça. On avait un autre modèle. Et nous, ça nous a vraiment apporté une structure. Ça nous a permis de passer à l'échelle, d'automatiser pas mal de choses et de grossir, clairement. Et d'avoir notre nouvelle vision. Parce que c'était quoi le modèle initial? Alors, initial, c'était pas du tout ça. On faisait des paniers de fruits et légumes. D'accord. Donc, on était, mais pas du tout là. Et ensuite, suite à l'émission, du coup, on a pris les retours de tous les investisseurs, tout ça. Et on a voulu avoir encore plus d'impact. Et c'est là où on a lancé la gamme de produits. Et donc, ça a tout changé? Ouais, on peut dire ça. Parce que le modèle initial, il était pas forcément viable? Si, il était viable, mais nous, notre ambition, c'était d'accompagner tous les agriculteurs et de les accompagner sur des gros volumes pour lutter contre ce gaspillage. Et on s'est rendu compte qu'avec la gamme de produits, on pouvait aller encore plus loin, avoir encore plus d'impact. Donc voilà le modèle. Merci beaucoup Mathilde Castagny et bon vent à Topinamour. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. C'est la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!